Nous allons maintenant accueillir un autre grand patron. Il est depuis un peu plus de 10 ans à la tête de son entreprise. Il est un dirigeant engagé, très engagé dans la transformation de son entreprise et dans la prise en compte de tous ces sujets qu'on a évoqués pendant tout l'après-midi, dans la stratégie elle-même de l'entreprise, au cœur des valeurs de l'entreprise. Je vous demande d'accueillir Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf. Pascal Demurger, bonjour. Vous êtes le patron, le directeur général de la Maïf, très actif dans cet univers des mutuelles. Vous avez été un de ceux qui a été l'artisan du rassemblement de ces deux univers qui se regardaient un peu en chien de faïence. Les assurances d'un côté, enfin je veux dire les entreprises privées, compagnies traditionnelles, et puis l'univers des mutuelles. Vous êtes comme on dit dans la presse, un chantre du capitalisme responsable. Vous avez même écrit un livre, même fait préfacer par Nicolas Hulot, c'est dire. C'est dire. Quelle oui. vista. L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus. C'est pas qu'elle ne sera pas, elle ne sera plus, dit Pascal Demurger. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix Chaptal des arts économiques. C'est un vrai prix, un bon prix pour récompenser les ouvrages économiques de fond. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire coïncider transformation de l'entreprise et le fait de lui garder toutes ses performances? Est-ce qu'on peut avoir une entreprise qui se transforme elle-même sans renoncer à une partie de ce qui fait aussi son histoire, sa culture, son objectif, la performance? Je vous laisse le floor, comme on dit, pendant un moment, et on se revoit pour des questions et une discussion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nicolas. Cette question même d'ailleurs de l'engagement de l'entreprise finalement. Je voyais la table ronde précédente avec comme thème justement ce terme d'entreprise politique. La question de cet engagement, de ce rôle social de l'entreprise est tout simplement un sujet qu'il aurait été sans doute à peu près impossible de traiter il y a encore quelques années, j'allais presque dire quelques mois en réalité. La conception classique de l'entreprise dans laquelle on a tous grandi, on a tous évolué, cette conception, c'est qu'au fond, l'entreprise est à elle-même sa propre finalité. L'entreprise n'a pas d'autres objectifs que des objectifs qui sont centrés sur sa propre performance, des objectifs de rentabilité, des objectifs de croissance, des objectifs évidemment de pérennité. Et ça n'est que très récemment que la question d'un autre rôle de l'entreprise, plus tourné vers l'extérieur, vers la société, vers l'environnement, vers aussi ses parties prenantes internes, a commencé à se poser et se pose aujourd'hui de manière assez radicale. Et aujourd'hui, on sent bien monter une attente sociale extrêmement forte à l'égard de l'entreprise. Cette attente sociale, elle s'exprime par l'ensemble des parties prenantes, effectivement, en relation avec elle. Elle s'exprime de la part des consommateurs, bien sûr, qui commencent de plus en plus à choisir celles des entreprises qui leur semblent au fond les plus conformes à des comportements plus vertueux. On l'a bien vu, c'est vrai, des salariés. Le sujet de la marque employeur est complètement central. Dans nos métiers, on sait bien qu'on a de plus en plus de mal à recruter un certain nombre de profils et que de plus en plus les jeunes générations et les jeunes diplômés, évidemment, intègrent dans leurs critères de choix au fond l'engagement et le comportement de l'entreprise. C'est vrai aussi de plus en plus des épargnants, et on voit bien que l'investissement est de plus en plus fléché sur des investissements socialement responsables, et que demain, trouver des financements pour une entreprise qui n'est pas capable de démontrer qu'elle a un comportement vertueux risque d'être plus difficile, plus complexe. Et donc, d'une certaine manière, cet engagement de l'entreprise, cette pression de l'environnement, de la société pour que l'entreprise s'engage, peut être analysé d'ailleurs à contrario comme un risque si en effet le dirigeant renonçait
au fond, à prendre cette réalité en considération et un risque pouvant avoir potentiellement des conséquences relativement importantes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a fait qu'une toute petite partie du chemin. Parce que certes, on peut vouloir s'engager, on peut être animé par une éthique de conviction relativement forte et effectivement se servir du levier qu'est l'entreprise pour peser sur le monde. Il n'en demeure pas moins qu'un dirigeant, ça a d'abord une éthique de responsabilité. Et que la responsabilité d'un dirigeant, c'est d'abord d'assurer en effet la rentabilité, la performance et la pérennité de son entreprise. Et on voit bien que potentiellement, en tout cas dans la conception traditionnelle, classique, dans la représentation classique que l'on se fait des choses, on voit bien que l'engagement de l'entreprise est une contrainte supplémentaire, est très généralement une source de coûts supplémentaires et vient nuire d'une certaine manière à la performance globale de l'entreprise. Moi, je me souviens, quand j'ai été, vous rappeliez, Nicolas, que ça fait une dizaine d'années que je dirige cette belle entreprise qu'est la Maïf, qui a une tradition finalement de considération, je mets des guillemets, mais éthique dans sa manière de faire son métier. Je me souviens très très bien que j'avais été frappé par deux choses quand je suis arrivé. La première chose, c'est effectivement une forme de sincérité dans la manière dont les instances de gouvernance de l'époque, l'équipe de direction générale, le board, le conseil d'administration, s'interrogeaient sur la dimension éthique de telle ou telle décision. Il y avait une vraie sincérité dans cette démarche. Et en même temps, la seconde chose dont je me souviens très bien, c'est que tout ça était toujours vécu comme une contrainte s'opposant à la question de la performance. Et finalement, c'était toujours une espèce d'arbitrage qui était rendu entre des considérations éthiques et la recherche d'une performance économique, financière ou commerciale. Et la décision était toujours quelque part entre les deux. Et c'était jamais complètement satisfaisant pour l'un, jamais totalement pertinent pour l'autre. Je crois aujourd'hui, et je crois non seulement par conviction, mais fort d'une expérience que nous conduisons depuis déjà pas mal d'années à la Maïf, je crois aujourd'hui que l'on peut en réalité craquer cette opposition et construire un modèle d'entreprise, construire un business model dans lequel la recherche de cet engagement, la recherche d'un impact positif pour, encore une fois, l'ensemble des parties prenantes et pour l'environnement, est en réalité une source de performance. Alors on peut illustrer de mille manières, mais si on prend tout simplement les différents acteurs sur lesquels on peut avoir prise. D'abord, évidemment, ce sont les acteurs internes à l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs, les salariés de l'entreprise. On a décidé, pour ce qui concerne la Maïf, il y a 5 ans, de basculer dans un changement managérial assez radical, extrêmement profond. La Maïf était, comme la très grande majorité des entreprises, une entreprise qui finalement avait un management très classique, reposant sur le schéma ordinaire, autorité, contrôle, sanction de l'inexécution de l'ordre qui a été donné, et avec un cadre relativement étroit finalement, un niveau de délégation relativement limité, les gens étant plutôt appelés à exécuter des process à l'intérieur d'un cadre relativement rigide. On a fait le choix de basculer de style managérial il y a 5 ans en proposant finalement 3 ingrédients relativement simples, mais en même temps évidemment assez complexes à mettre en œuvre. Le premier ingrédient, et je crois que notamment les nouvelles générations n'imaginent plus travailler sans lui, c'est évidemment être capable de proposer à l'ensemble des collaborateurs un vrai sens au travail qu'ils effectuent. C'est-à-dire un sens à la fois à la stratégie de l'entreprise, à la mission au fond de l'entreprise, quel est le rôle de l'entreprise, y compris dans la société, et puis être capable de décliner cette mission et ce rôle social de l'entreprise jusqu'à l'exercice concret par chacun en l'occurrence des 8000 collaborateurs de l'entreprise dans son quotidien, dans son travail quotidien. La deuxième chose qui me semble complètement essentielle, c'est d'accorder
le plus de confiance possible à l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un niveau de délégation beaucoup plus élevé, ça veut dire laisser des marges de manœuvre dans des métiers que l'on connaît bien, hein. Par exemple, en gestion de sinistre, eh bien, ça veut dire donner, conférer aux gestionnaires de sinistres des marges de manœuvre qui lui permettent, sans aller demander l'autorisation à quiconque, éventuellement de trouver des modalités un peu plus originales de règlement du sinistre si ça rend service à l'assuré. Voire même, pourquoi pas, si c'est justifié, dans des cas où en effet la situation le justifie, aller un peu au-delà des garanties prévues par le contrat. En tout cas, proposer des choses intelligentes qui rendent service à l'assuré et qu'il ne pourrait pas proposer s'il était trop enfermé dans un cadre extrêmement strict. Du sens de la confiance et puis une forme de bienveillance dans les relations, c'est-à-dire essayer de généraliser, pas seulement d'ailleurs dans la relation managériale, mais dans les relations transverses au sein de l'entreprise, essayer de généraliser un style de relation reposant beaucoup plus sur une forme d'écoute, d'attention, de bienveillance en effet, de collectif, de sentiment d'appartenance, plutôt que de compétition, d'individualisme, de rivalité entre les individus. Et si on arrive à... alors évidemment, ça ne se résume pas simplement à ces 3 mots. Derrière, il y a des politiques RH relativement précises, avec une cohérence d'ensemble. Mais si l'on arrive à développer ces 3 éléments de sens, de confiance et de bienveillance, qu'est-ce que l'on obtient en réalité? On obtient d'un côté, bien sûr, un bien plus grand épanouissement des collaborateurs. Il y a effectivement une élévation de l'attachement à l'entreprise et de l'épanouissement individuel qui est assez considérable et que l'on peut de fait mesurer, y compris par des indicateurs purement quantitatifs, hein, baisse de l'absentéisme en quelques années de 25%. Donc ça dit des choses sur la manière dont les gens se sentent dans l'entreprise. Mais on obtient aussi, et j'allais presque dire surtout, une élévation du niveau de motivation et d'engagement, et du coup une dynamique collective incroyablement forte par rapport à ce qui existait avant. Et effectivement, il y a un mouvement, une dynamique qui se mettent en place qui sont assez prodigieux en réalité et qui changent complètement la face de l'entreprise. On pourrait avoir le même raisonnement, ce même raisonnement au fond d'alignement des intérêts entre les intérêts de l'entreprise et celui de ses parties prenantes en étendant le sujet à la relation client. Si on accepte en effet dans le monde de l'assurance, au fond d'investir à la fois du temps, mais d'investir même directement de l'argent dans la relation client. Je m'explique. Si par exemple au moment de la vente du contrat d'assurance, le conseiller délivre plutôt un conseil désintéressé plutôt qu'il ne cherche à réaliser une vente à tout prix. Si au moment du sinistre, j'en disais un mot à l'instant, le gestionnaire est plutôt dans une démarche de rendre le meilleur service possible plutôt que, au fond, d'être le plus réticent possible à l'indemnisation du sinistre. Que va-t-il se passer? Tout ça va évidemment coûter relativement cher à court terme. Ça veut dire de la perte de chiffre d'affaires parce qu'il y a des contrats que l'on aura renoncé à vendre. Chez nous, les conseillers sont capables de vous dire non, ne prenez pas ce contrat, prenez celui-ci, il est moins cher et il sera très largement suffisant pour le risque que vous avez à couvrir dans votre situation. Donc on renonce en effet à une part de chiffre d'affaires. On engage évidemment un montant de dépenses plus important, à la fois parce qu'on consacrera plus de temps à la gestion du sinistre et on ira éventuellement un peu au-delà de l'indemnisation à laquelle on aurait pu se limiter le cas échéant. Mais évidemment que sur le long terme, on rattrape et très largement cet investissement. Ça n'est pas pour rien que la Maïf a, depuis très longtemps, le niveau de satisfaction client le plus élevé du marché et, de manière corrélative, le niveau de fidélité de ses assurés le plus important. Si on avait le taux de fidélité ou le turnover moyen du marché, et je dis bien le turnover moyen, pas celui le plus extrême de ceux qui ont plus de mal à retenir leurs clients, mais simplement le turnover moyen du marché, il faudrait qu'on engage entre 100 et 150 millions d'euros
annuellement de coûts d'acquisition supplémentaires. Vous imaginez bien que cette somme peut être partiellement recyclée dans une qualité de service supérieure, dans une attention plus importante, dans un temps passé à écouter l'assuré plus significatif. Et au final, tout le monde est gagnant. L'assuré qui est mieux servi, qui est mieux indemnisé, l'assureur qui a économisé sur des coûts d'acquisition qui sont des coûts, d'une certaine manière, inutiles si on est capable de fidéliser son portefeuille de clients. Et puis le sujet plus large de l'impact sur la société ou l'impact sur l'environnement. Là aussi, lorsque l'on recherche de manière systématique, pas seulement à côté de l'activité de l'entreprise. Il y a énormément de grands groupes qui ont des fondations, des mécénats, qui aident des ONG, des associations et qui en effet peuvent se targuer d'avoir une politique environnementale, sociale, d'intégration, que sais-je. Et en effet, ils y consacrent des moyens. Mais c'est à côté de leur activité et c'est finalement relativement marginal. Si en revanche on recherche dans le cœur même de son activité, la gestion de sinistres par exemple, la gestion des actifs financiers pour un assureur, ou l'ensemble des fonctions support, que ce soit l'IT, que ce soit des choses aussi bêtes que le restaurant administratif ou que sais-je, là on commence à avoir un impact réel beaucoup plus significatif. Et qu'est-ce que ça produit comme résultat ? Ça produit le fait que, évidemment, on est au bout d'un certain temps, parce que les gens ont besoin de sentir la sincérité de la démarche et la profondeur de la démarche, on est identifié comme étant effectivement actif sur ce terrain-là, et l'image de marque en est considérablement appréciée. Aujourd'hui, si vous prenez les marques préférées des Français, par exemple, un seul assureur figure parmi les marques préférées des Français, c'est effectivement la Maif, en grande partie du fait de cette recherche systématique de l'impact. Demain, lorsque nos concurrents s'appelleront Amazon, Google ou Alibaba, ce sont clairement des avantages comparatifs et compétitifs dont on aura besoin pour résister à une concurrence contre laquelle autrement on n'aura, je crois, pas beaucoup de chances de résister. Voilà quelques mots pour dire que non seulement il y a une attente croissante à l'égard de l'entreprise pour qu'elle s'engage, mais que l'on peut faire en réalité, je crois, de cet engagement à l'égard, encore une fois, de l'ensemble des parties prenantes, autre chose que simplement une contrainte et une source de coûts supplémentaires, mais qu'on peut en faire véritablement une source de performance et finalement de pérennité. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage passionnant. J'ai quelques questions. Quelques-unes qui sont venues de la salle, une à laquelle on peut répondre tout de suite, enfin je peux vous la poser, vous pourrez répondre tout de suite. Est-ce que concrètement, ce process qui date d'il y a 5 ans, si j'ai bien compris, a permis aujourd'hui d'améliorer la performance de l'entreprise? Et je pense que celui qui pose la question doit parler de la ligne du bas, comme on dit. Écoutez, la ligne du bas, c'est pas très compliqué. On peut donner des chiffres. Au moins là, c'est facilement quantifiable. En 2009, quand vous arrivez, le résultat de la Maif était de 10 millions d'euros et c'était à peu près la moyenne de ces années-là. Aujourd'hui, on oscille entre 130 et 180 millions d'euros. Donc il y a une vraie... Et tout ça avec une politique tarifaire relativement mesurée. On a augmenté les tarifs en moyenne 1,5 fois moins que le marché sur période. Donc oui, il y a une vraie efficacité. Vous êtes une mutuelle, vous n'êtes pas une entreprise à profit, si j'ose dire, classique, dans le schéma classique qu'on évoquait souvent dans les tables rondes précédentes. Est-ce que tout ce que vous avez évoqué, en particulier le fait qu'une série d'initiatives que vous avez laissé prendre à vos salariés, ou cette façon que vous avez désormais d'être plus accommodant, je dis les choses comme ça, ayant eu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, des relations avec un assureur à un moment quelconque d'un sinistre que j'avais à faire indemniser, je comprends que vous êtes plus compréhensif ou accommodant avec vos assurés. Est-ce qu'une entreprise, entre guillemets, normale, c'est-à-dire le schéma classique du capitalisme, peut supporter cette baisse de performance qui, si j'ai bien compris, se traduit ensuite par une remontée ? Tout le sujet est effectivement l'horizon de temps que l'on se fixe. Moi, je crois, et encore une fois, je pense que nous l'avons démontré
que ça peut être une source de performance sur le moyen long terme, effectivement, il y a un investissement à consentir à court terme. Et ça peut être un peu vertigineux de se dire qu'à un moment donné, on prend une décision qui, en apparence à court terme, est une décision qui va à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Et il y a effectivement un côté un peu vertigineux, un peu inhabituel pour un dirigeant. Je pense que si l'on démontre que tout ça est in fine créateur de performance, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas duplicable dans n'importe quelle entreprise. À condition, encore une fois, que la pression actionnariale ne contraigne pas le management de l'entreprise à délivrer tout de suite. À délivrer tout de suite. C'est un tout ou est-ce qu'on peut y aller par étapes? Pour moi, fondamentalement, le sujet est un sujet culturel en réalité. Est un sujet de comportement et les choses sont quand même extrêmement liées. Je parlais par exemple en matière managériale du niveau de marge de manœuvre qu'on a choisi de laisser déléguer. Clairement, ça a un impact considérable sur la relation client. Si en effet vous déclarez un sinistre et que le gestionnaire est capable en direct d'être accommodant, pour reprendre l'adjectif que vous utilisiez, on voit bien que l'effet est quand même beaucoup plus puissant. D'une manière générale, il y a une symétrie entre la culture interne à l'entreprise et la couleur de la relation client qui est extrêmement forte. Lorsque les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, sont complètement alignés sur sa mission finalement, la représentation qu'ils se font de sa mission, sur sa stratégie, lorsque ils sont bien dans leur environnement immédiat avec leur manager, etc. Évidemment qu'ils deviennent finalement les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. S'ils sont au contraire en interne en tension, s'il y a de la défiance, etc., à un moment donné, même s'ils sont hyper pros, à un moment donné, ça ressort dans la relation client. Est-ce que certains de vos salariés, y compris parmi vos managers, n'ont pas été capables de faire ce grand... Je dis un saut dans l'inconnu. Il y a une part d'inconnu quand vous leur proposez ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de le faire? Alors, il y en a il y a d'une part des gens qui n'ont pas été capables, en tout cas qu'il a fallu énormément accompagner. Et puis, il y a des gens encore aujourd'hui, des managers qui encore aujourd'hui ne se sont pas véritablement mis en mouvement parce que vraiment c'est compliqué, c'est difficile. Alors on les aide, on les accompagne, on les soutient. Et puis il y a également des gens à qui ce mode de fonctionnement, cette culture, etc. ne convient pas. Et de fait, dans ces cas-là, j'allais dire avec une vraie compréhension réciproque, il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles on est convenu de se séparer parce qu'on n'avait pas le même projet, la même vision. Compréhension réciproque en droit social, ça veut dire rupture conventionnelle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je comprends. J'essaie de décrypter. C'est le langage des assureurs, il faut toujours lire les petites lignes. Voilà, exactement. Vous avez des syndicats, bien sûr. Bien sûr. Et alors, comment ils ont vécu ça? Alors écoutez, je peux vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, je n'étais pas du tout dans ce mode de management. Et j'ai commencé à... Je ne l'ai pas dit, mais vous venez de l'ENA, vous avez fait l'ENA, vous êtes un ancien de l'ENA, et vous avez été à la direction du budget, qui n'est pas l'endroit où on laisse le plus de marge de manœuvre. Non, on ne peut pas dire. Non, pas vraiment. On peut pas dire. D'accord. Et de fait, moi, quand j'ai commencé à diriger la Maïf il y a 10 ans, je l'ai fait de manière hyper classique, en ayant comme seul objectif immédiat les gains de productivité, l'efficacité opérationnelle, la rentabilité, etc. Et on a engagé avec mon équipe à l'époque un certain nombre de réformes assez structurantes quand même. Une réorganisation de l'ensemble du réseau de distribution et de gestion de sinistres. Donc quelques milliers de personnes qui ont soit changé de boulot, soit changé de lieu de vie, etc. On a fait des regroupements sur des plateaux, enfin bref, des choses qu'il était nécessaire de faire par ailleurs. Mais perturbantes. On a dénoncé les accords sociaux, etc. Ce qui fait que assez rapidement, ça devait être en 2010, le comité d'entreprise de l'époque, dont le secrétaire général était le leader de la CGT chez nous, m'a mis un droit d'alerte.
Un droit d'alerte, c'est une procédure assez violente quand même, Oui. hein, de défiance finalement du comité d'entreprise qui va voir le conseil d'administration en lui disant grosso modo, méfiez-vous de votre directeur général parce qu'il est en train de faire un peu n'importe quoi. Et donc c'est le patron de la CGT qui était secrétaire du CE. Et ce même garçon, toujours leader de la CGT, il y a un an à peu près, 18 mois, est venu me voir dans mon bureau un jour et m'a dit, écoutez, monsieur Demurger, je viens vous voir parce que on a beaucoup discuté au sein de la section et on arrive aux conclusions suivantes. La première, c'est qu'on pense que vous êtes sincère. Bon point. Bon départ. Oui, c'est bien. La deuxième conclusion, et franchement, ça n'a pas été facile, mais on considère que ce que vous faites pour l'entreprise, finalement, c'est bien. Troisièmement, comme on est cohérent et que comme on considère que c'est bien et que vous êtes sincère, on a décidé de vous accompagner et de vous aider dans cette démarche. Et quatrièmement, et ça c'est extraordinaire, et ça prouve quand même la grandeur du bonhomme, il a conclu en me disant, et je sais parfaitement que si vous allez jusqu'au bout, moi je ne sers plus à rien. Je me demande si le cinquième, ils ne vont pas s'autodissoudre, mais le quatrième n'en est pas loin. Hein. Pas très loin, pas très loin. Ouais, bon, bravo. Est-ce que vous avez une raison d'être ? Est-ce que l'entreprise a une raison d'être ? Oui, bien sûr, oui. Moi, j'essaye d'en avoir une, mais ce n'est pas tous les jours facile. Ouais. L'entreprise a une raison d'être, absolument, que l'on a construit autour de l'idée que je trouve personnellement assez jolie, du principe d'attention sincère. L'attention sincère, portée à l'autre et portée au monde. Il y a bien les deux sujets dont on considère que c'est la seule source d'un mieux commun et pour laquelle on s'engage à la respecter de manière systématique. Oui, c'est une belle formule. Une question, est-ce que vous avez installé les fameux soft skills ? Oui, alors forcément, on a non seulement on a des soft skills et on a travaillé énormément depuis plusieurs années maintenant sur les comportements, sur les manières d'être, etc. Et par ailleurs, et ça je crois que c'est un élément qui est assez déterminant, on a mis en place un mode de pilotage de l'entreprise qui repose sur des familles d'indicateurs qui ne sont pas que des indicateurs quantitatifs de performance. Oui. Et par exemple, quelque chose comme l'accord d'intéressement ou mon propre bonus, le variable de mes adjoints, etc., repose sur des critères appartenant à 4 familles. Ces 4 familles, c'est quoi ? C'est le niveau d'épanouissement des collaborateurs qu'on essaye d'objectiver, de mesurer de manière précise. La seconde, c'est le niveau de satisfaction des clients, des sociétaires, pour ce qui nous concerne. Là aussi, alors qu'il est pour le coup assez facile. Le churn, par exemple, et puis toutes les enquêtes que l'on fait, soit des enquêtes à chaud, soit des enquêtes à froid, sur la satisfaction. Et voilà. Troisièmement, l'impact sur l'environnement. Et quatrièmement seulement, la performance de l'entreprise. Sous-entendu d'ailleurs, elle arrive en quatrième parce qu'elle est la conséquence des 3 premières familles d'indicateurs. Et donc on pilote aujourd'hui l'entreprise avec ces indicateurs-là, dont on voit bien qu'ils sont évidemment d'une nature un peu différente. J'ai une dernière question à vous poser, mais alors qui n'a pas de rapport avec le milieu de l'assurance, mais plutôt avec votre parcours et avec ce qui, moi, m'a beaucoup frappé dans une actualité récente. Nous avons publié la semaine dernière un entretien avec une jeune femme que je trouve exceptionnelle, qui s'appelle Isabelle Marais-Saint-Père. Je vois à votre regard que vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une normalienne qui a fait toute sa carrière dans le privé et qui vient de présider le jury de l'ENA. Et elle a remis un rapport, elle était dans l'opinion la semaine dernière, je l'ai croisée ce matin à Europe 1, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je pose la question à Pascal Demurger ce soir. Elle a remis un rapport terrible sur la déconnexion entre l'ENA et la vraie vie, la vie de l'entreprise en tout cas. Elle dit par exemple, pour un élève moyen de l'ENA, en tout cas un candidat au concours, une entreprise, c'est un objet fiscal. Et tout ce qu'elle décrit de la vision de ceux qu'on va jeter dans la vie réelle et qui peut-être un jour deviendront des patrons d'entreprise, donne une image effrayante de ce qu'ils ont comme perception de la réalité. Est-ce que vous, avec ce que vous avez réussi à faire auprès de votre entreprise,
ce que vous avez réussi à transformer, y compris dans votre secteur, dans votre métier. Je disais, vous avez été un acteur très engagé dans le rapprochement avec les compagnies d'assurance et dans la fabrication d'une seule fédération. Est-ce que vous et d'autres de votre profil, vous n'avez pas une petite responsabilité pour aller voir les jeunes qui sont à l'ENA aujourd'hui et leur dire, vous savez, la vie c'est aussi, ça n'est pas que la fiscalité, ça n'est pas que ça, c'est aussi tout le reste, tout ce dont on a parlé il y a un instant. Alors oui, bien sûr, mais à l'ENA et pas seulement. Hier soir, pour être, alors là pour le coup, dans l'actualité la plus chaude, jusqu'à 22h30, j'étais avec 200 élèves d'une petite école à Montreuil, une école post-bac qui forme des codeurs. Et ils avaient réuni là les 3 promotions, parce que c'est sur 3 ans. Donc il y avait 200 jeunes dans la salle, et on a discuté pendant plus de 2 heures sur ces sujets-là, sur c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'engagement de l'entreprise, c'est quoi les boîtes dans lesquelles vous allez travailler demain, et qu'est-ce qu'on peut en attendre, etc. Donc oui, bien sûr, et je le fais avec grand plaisir. Je vous donnerai son numéro de téléphone. Merci beaucoup, Pascal Desmurger. Merci à vous.